J'ai pas dit que j'étais sociable, hein. Ah. Non, non, j'étais pas forcément sociable. Mais je venais pour m'entraîner, enfin, je venais pour la pratique, tu vois? Bonjour Bruno, Je regarde. merci de nous recevoir au cercle. Je voudrais bien savoir comment est-ce que tu, t'es mis, à l'aïkido en particulier ou peut-être les arts martiaux, avant ça? Alors j'ai fait un petit peu de judo, mais j'y suis pas resté très longtemps parce que bon, voilà, j'étais un peu chétif, et pas très combatif, donc du coup, ça m'a pas correspondu, très longtemps. Non et puis simplement, j'ai des enfin, c'est un ami d'école qui m'a parlé de l'aïkido de manière un peu erronée d'ailleurs, mais voilà, il m'a dit de passer voir un cours. Je suis allé j'ai vu un cours, donc j'ai vu des gens travailler en Soliwaza, avec la kama, c'était assez exotique, mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est cette atmosphère d'études, de tradition, les gens travaillaient en silence, en même temps, il y avait, voilà, beaucoup de rigueur et je crois qu'à 15 ans, bah, c'est déjà ça qui m'a plu. Alors évidemment, je ne comprenais pas du tout la pratique puisque, voilà, je découvrais, mais voilà, c'est l'idée de faire quelque chose qui avait un peu de profondeur et pas simplement, un hobby d'amusement et choses comme ça. Ça, c'est ça qui m'a motivé à commencer, ouais. Quand tu avais déjà cette idée de concentration, à 15 ans, ce qui est plutôt, peut-être, inhabituel pour quelqu'un de Ouais, cet alors âge? moi j'étais assez, introverti, assez timide, fils unique, donc voilà, j'ai tendance un peu à l'introspection assez facilement. Mmh. Tu n'es pas de Paris, hein? Non, je suis de Bordeaux, hein, j'ai Mmh. démarré à Bordeaux avec, Alain Guilabert, c'est Mmh. mon 1er prof, d'aïkido, actuellement 6e dan et je suis parti, de Bordeaux à l'âge de 18 ans après le bac, pour venir me former au cercle. Mmh. Avant de déménager pour Paris, tu avais déjà rencontré, Christian Tissier, ou? Oui, oui, alors il venait sur Bordeaux faire quelques stages, dans l'année, donc je l'avais déjà aperçu bien évidemment. Heu, alors moi, j'avais le souhait de monter à Paris, mais à ce moment-là, Christian, lui, il partait dans le sud. Donc comme je ne savais pas s'il allait continuer à donner des cours sur Paris, heu, un de ses élèves, Jean-Michel Méry à l'époque, m'avait présenté à Christian pour, voilà, pour voir un peu ce qu'il en était. Et Christian m'a dit: «Bah, il y a pas de souci, je reviendrai 2 fois par semaine, sur Paris, continue tes études» et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Mmh. Maintenant, évidemment, on te connaît comme un des hooké principaux de Christian, assistant omniprésent en fait, sur tout ce que fait Christian depuis, plusieurs décennies maintenant. Comment tu t'es fait cette place? Comment cette place t'a été attribuée? Ça s'est fait très naturellement, il y a pas eu de contrat ou d'accord ou quoi que ce soit. Simplement, avec, l'enthousiasme de la pratique, la régularité, l'intensité, bah, bien évidemment quand tu es souvent présent, bah, forcément tu as un rapport à ton professeur qui se crée quoi, qui est particulier et puis, voilà, ensuite ça a été les démonstrations, la responsabilité de quelques cours et cetera. Donc ça s'est fait tout naturellement, par le travail, l'amour de la pratique et voilà, tout simplement. Mmh. Quelle était ta relation, avec la génération d'avant de hooké, de Christian? Est-ce qu'il y avait une certaine émulation? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont, Non, parce que c'était vraiment une génération, donc bah, ils étaient quand même beaucoup plus gradés que moi et beaucoup plus enfin, pas beaucoup plus vieux, mais bon, voilà, il y avait, quoi, une vingtaine d'années d'écart. Donc il y a pas de compétition ni quoi que ce soit. Par contre, moi, quand je suis arrivé à Paris, clairement, je venais pour l'aïkido, donc mmh, heu, j'allais les chercher, quoi, tu vois? Tous les anciens, j'allais travailler avec eux, donc moi, j'étais très demandeur à ce niveau-là et je pense qu'ils appréciaient ça, bah, qu'un jeune vienne, voilà, avec enthousiasme, heu, travailler avec eux, donc c'est comme ça que ça s'est fait, Après bien évidemment à l'époque où je suis arrivé, il y avait Pascal Guimain aussi qui était en formation, donc c'est avec lui que j'ai eu le plus d'affinité finalement, parce que finalement voilà, on a eu un parcours à peu près similaire, heu, au cercle. Sinon, bah, pour les autres, c'était des partenaires de travail,
Tu n'as pas commencé l'aïkido au cercle, tu n'étais pas parisien. Enfin, moi, de ma faible expérience, le cercle, c'était quelque chose qui était très intimidant, en fait, les premières fois, et même après que je suis venu. Quel était ton ressenti quand tu étais arrivé la première fois? Non, j'étais super heureux. Moi, vraiment, je voulais faire ça. Enfin, tu vois, je voulais faire de l'aïkido de haut niveau ouais, voilà, avec tout ce que pouvait proposer Christian. Donc, j'étais pas du tout intimidé. J'avais pas peur d'aller vers les gens pour m'entraîner avec eux, etc. Euh, non, moi, j'étais super heureux d'être ici, quoi. Mmh. Malgré ton caractère un petit peu, Alors, j'ai pas dit que j'étais sociable, hein. ah. Non, non, j'étais pas forcément sociable. Mais je venais pour m'entraîner, enfin, je venais pour la pratique, tu vois. Donc, je venais pour choper des informations, prendre de l'enseignement, de l'expérience avec tout le monde. Et j'étais pas là, enfin, je venais pas pour me faire des copains, tu vois ce que je veux dire? Je venais vraiment pour la pratique. Mmh. Donc, voilà. Justement, dans un endroit comme ça, il y a quand même, il y avait beaucoup de cours, énormément de gens que ça brassait, des réguliers, des visiteurs. Est-ce qu'il y avait une quelconque cohésion dans le cercle en lui-même, les gens, peut-être, contrairement à toi, qui peut-être créait une espèce de groupe, de relation, ou c'était quand même la pratique et puis après tout le monde rentrait chez eux? Alors, bon, effectivement, il y avait beaucoup de monde à l'époque, donc bah, il y avait des petits groupes par affinité qui se faisaient au cercle. Après, moi, je ne suis pas trop rentré dans les histoires de cercle, proche, pas proche. Encore une fois, moi, ce qui m'a animé, c'est la pratique, quoi. Donc, bah, il se trouve que si tu en fais beaucoup et souvent, bah, voilà, on te voit plus ici qu'ailleurs, quoi. Mmh. Mais alors, moi, enfin, j'aimais faire mon expérience avec tout le monde. De là, après, aller avoir des relations particulières en dehors du dojo, pas forcément, tu vois. Mais bon, je passais ma vie sur le tapis, quoi. Mmh. Il n'y avait pas que Christian qui enseignait les cours. Bien entendu, j'imagine que c'était l'influence principale, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement marqué ou formé sur certains aspects? Non, bah, clairement, l'inspiration principale, c'était Christian, bien évidemment. Les autres professeurs de l'époque, j'ai plus trop de souvenirs, mais non, mais c'était l'occasion de pratiquer, tu vois, donc Mmh. c'était très bien, quoi. Mmh. Mais j'ai pas eu une influence très forte de quelqu'un en particulier, quoi. Mmh. Si ce n'est Christian, bien sûr. Mmh. Hem, Existait-il justement, si ce n'est, tu disais il n'y avait pas de contrat, quoi que ce soit, mais bon, quand on arrive dans un endroit, on peut clairement identifier, comme tu disais, les gens qui sont là tout le temps et qui clairement ont une motivation qui est très particulière. Est-ce que pour ces gens-là, il y avait si ce n'est un cursus, mais peut-être des cours particuliers ou des choses comme ça? Non, non. Non? Non, on était vraiment, on était parmi la masse, quoi, tout Mmh. simplement. On faisait tous les cours. Alors, bien évidemment, tu suis Christian un peu plus en stage. Voilà, il t'emmène avec lui en voiture à droite. Donc, tu as plus d'heures de pratique avec lui, Mmh. mais non, non, il n'y a pas de. Et après, si tu veux, bah, le traitement particulier, c'est simplement parce que bah, voilà, il te prend un petit peu plus au milieu, donc il te donne des conseils. En démonstration, pareil, il va te briefer aussi. Donc, tout ça, c'est des informations que forcément d'autres n'ont pas. Mais globalement, non, non, non. On avait un enseignement plutôt de masse et on prenait ce qu'il y avait à prendre en fonction euh, de notre parcours. Mmh. Au sujet des démonstrations, bon, l'aïkido n'est pas compétitif. Un pratiquant va être amené à faire des démonstrations, c'est inévitable. Mais dans votre cas, c'était quand même des choses très, très médiatisées, avec, j'imagine, une pression assez importante. Ça passait souvent à la télé. Euh, de quelle façon vous prépariez ce genre de choses? Alors avec Christian, on ne préparait pas énormément. Euh,
Alors à l'époque, on en faisait beaucoup aussi. Mmh. C'est-à-dire on pouvait faire 10 démonstrations dans l'année, tu vois? Donc il y avait une certaine habitude qui s'est installée, donc il y a pas besoin de nous briefer à chaque fois, depuis le départ. Alors au départ, forcément, voilà, en termes d'attitude, d'intention et cetera, il y avait des petites choses à cadrer. Mais après les préparations, elles se faisaient, très tardivement, quoi. Elles se faisaient limite dans le vestiaire avant Mmh. la démonstration, tu vois? Sauf s'il y avait une chorégraphie un petit peu sophistiquée et voilà, on la répétait un peu au cercle, mais globalement, c'était assez, alors je suppose que lui, dans son esprit, il avait déjà un peu le canevas, assez clair, tu vois? Mais nous, on avait la feuille de route, au dernier moment. Donc effectivement, ça crée un peu de tension. Mmh. Mais bon, voilà, ça faisait Et partie du truc. et justement pour quelqu'un comme toi, justement, qui est un petit peu, je sais pas si le terme discret ou un peu renfermé, tout d'un coup, tu te retrouves, sous les projecteurs. Ça a été quelque chose qui a été personnellement, tu as dû travailler sur toi ou c'est naturel? Non, 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 parce que si tu veux, quand tu es dans l'événement avec l'intensité qui correspond à l'événement, bah, tu es absorbé par l'événement, Mmh. enfin par la pratique, par la chute, et cetera. Tu es pas en train de te poser la question de savoir comment tu vas être perçu, Mmh. donc non, non, ce genre de tension-là s'élimine dans l'action, tu vois? Mmh. Je pense à un enseignant de l'aïkikai qui m'avait dit une fois qu'un enseignant, en ce qui le concernait lui, avait plusieurs aïkidos. Il y avait un aïkido, son aïkido perso, peut-être son aïkido qu'il enseignait et qu'il y avait une forme de démonstration. Est-ce que est-ce que pour toi ou pour Christian, il y a une forme qui s'adapte bien à la démonstration? Il y a quelque chose que tu fais différemment sur le tapis? Ou est-ce que le tapis doit être représenté en démonstration tel qu'il est? Tout dépend des circonstances, bon, en l'occurrence, pour les démonstrations de Bercy, par exemple, c'est une salle qui est très, très grande, tu vois? Clairement, ça a besoin d'être un peu élargi, tu vois? Les mouvements, si tu fais des petits machins, personne ne voit rien, donc oui, il y a une forme d'élargissement que que les circonstances, demandent, si tu veux. Mais sinon après c'était de l'aïkido, quoi, enfin, tu vois? Voilà. Il peut y avoir parfois un côté un peu plus, démonstratif, tu vois? Mais pour la télé, c'est un peu différent parce que, bah, il y a la caméra, donc elle est assez intimiste, tu vois? Il y a pas besoin d'élargir autant, donc peut-être ça se rapprochait peut-être un petit peu plus, mais bon, ça restait, voilà, assez virevoltant, tu vois? Ouais, Mmh. il y avait de l'énergie, mais c'était pas, il y avait pas franchement de grosses différences, quoi, entre le tatami ou la démonstration. Mmh. C'est juste une question de forme un petit peu, quoi, voilà, Mmh. mise en forme. Est-ce qu'il y a un événement particulier que tu gardes à l'esprit pour une raison ou pour une autre ou? En termes de démonstration? Ouais. Bah, peut-être la première. Mmh. Non, je vais t'expliquer pourquoi. La première parce que, alors je pourrais plus te dire quand c'était exactement, mais enfin bon, j'étais tout jeune, et cetera, et je m'étais blessé, à l'époque, je me blessais le pouce à répétition. Je me tordais le pouce et j'avais un pouce comme ça, j'avais un bandage, et cetera, et Christian devait faire une démonstration, à l'étranger. Elle était aussi, retransmise à la télé, et il devait la faire avec, bon, voilà, un certain hockey, dont Pascal Norbelli à l'époque. Il se trouve que Pascal Norbelli, au dernier moment, a pas pu venir, et Christian me l'a proposé, sachant que Mmh. j'avais la main, elle était out, quoi, tu vois? Donc là, ça m'a fait bizarre, j'ai dit: Mmh. «Bon, alors s'il te le propose, c'est que, ouais, bien évidemment, il va gérer», et puis voilà. Donc bien évidemment, j'ai pas refusé, mais j'étais pas très confiant parce que, voilà, parce que 1, c'était la première fois avec lui, 2, j'étais pas franchement en état aussi, donc voilà. Mmh. Mais, il me semble que dans ce genre de choses, surtout, si on fait, autant d'événements, que ça dans une année, heu, c'est les planètes sont jamais parfaitement alignées, on n'est jamais à 100 physiquement. Il y Oui, a bien toujours un sûr, truc, bien sûr, quoi. bien sûr, bien sûr, bien Alors que sûr. tout le monde ignore ce qui se passe derrière, les Ouais, de petits mots de gérer les chacun. Ouais, circonstances, ouais. ouais, bien sûr, bah, Mmh. ouais, bah, ça reste un spectacle vivant, donc Mmh mh, mmh. avec ses aléas. Mmh. Mmh mh. Si on peut, maintenant parler de l'enseignement, à quel moment tu as commencé à donner des cours? Alors je suis pas très doué en date, et je suis désolé pour l'historien que tu Mmh. es. Je pense que j'ai dû commencer avec les cours débutants ici, Mmh. je sais pas, je dois avoir peut-être,
22, 23 ans, 24 ans, je sais plus exactement. Donc ouais, j'ai commencé avec les cours débutants ici, ouais. Et parallèlement à ça, Christian m'avait trouvé des petits cours, dans des dojos, dans Paris ou à l'extérieur de Paris. Donc voilà, je faisais un peu la navette comme ça, plusieurs fois dans la semaine. C'est lui qui t'a demandé de commencer à enseigner? C'est toi qui a voulu? Ah non, non, c'est lui. C'est lui? Bah, jamais j'aurais osé Mmh. demander quoi que ce soit. Mmh. Non, non. Et ça a changé quelque chose pour toi dans ta pratique? Ah ouais, oui, ça a été le début d'un processus, ouais, Mmh. clairement. Ouais. Alors déjà au départ, bah, c'est vrai que j'étais assez jeune, donc bon, souvent j'avais des gens plus vieux que moi sur le tamis. Ouais, ça me faisait un peu bizarre, tu vois, de dire fais ci, fais ça, etc. Bon, voilà. Et puis ensuite, il a fallu petit à petit, que je revisite, entre guillemets, les process, tu vois, pour expliquer comment tu fais la chute arrière, etc., etc. Donc voilà. En général, j'étais plutôt dans un rapport mimétique, hein, finalement. Et à un moment donné, comme c'était les cours débutants première année que je faisais, chaque année, j'avais des gens complètement nouveaux, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé. Parce que bah, je répétais la même chose, quoi, tout simplement, quoi. Alors que parallèlement, dans la pratique de l'entraînement, bah, voilà, il y avait beaucoup d'intensité, etc. Là, ça commençait un petit peu à ronronner dans mes cours. Et à ce moment-là, j'ai commencé le théâtre. Je pourrais plus te dire pourquoi, mais bon, j'ai commencé le théâtre à ce moment-là. Et c'était assez intéressant parce qu'au théâtre, bah, tu répètes toujours les mêmes choses, quoi. Enfin, si tu as un texte, ouais, tu n'as pas le droit de bouger une virgule, surtout si c'est un truc un peu. Si c'est Classique. de l'alexandrin, bon, tu peux pas y toucher, quoi. Tu dois répéter ça tous les soirs, etc., etc. Et tu dois rendre ça vivant, tu vois. Et ça a fait un petit, tu vois, un petit déclic comme ça chez moi. Et je me suis dit, tiens, c'est pas une histoire de répéter toujours les mêmes choses. Ce qui est problématique, c'est la qualité de présence que je mets dans ce que je fais, quoi, tout simplement. Et à partir de là, il y a eu tout un processus comme ça de conscientisation, de recherche qui s'est mis en place. Et dès cet instant-là, je ne me suis plus jamais ennuyé, quoi. Est-ce que tu essayais d'adapter cette pédagogie au corps de chacun, aux capacités de chacun, mais à la personnalité de chacun? Est-ce qu'il y avait cette recherche à ce moment-là ou... Alors peut-être pas au début. Peut-être qu'au début, j'avais un enseignement un peu, tu vois, un peu de masse, entre guillemets. Et puis voilà, chacun prenait ce qu'il avait à apprendre par rapport à ses capacités, à son niveau. Et puis moi, ponctuellement, bien évidemment, je ciblais mon enseignement en fonction des personnes. Mais comme un cours normal, si tu veux. Tu as un enseignement un peu comme ça, voilà, général. Et puis après, ponctuellement, tu vas vers les gens et tu adaptes un peu ton discours en fonction de ce que tu vois. Euh, Après, je pense que c'est important que l'élève, entre guillemets, se responsabilise un petit peu aussi. Et que c'est à lui à faire la démarche aussi d'aller choper l'information. Et souvent, ça manque, je trouve. Euh, Parfois, enfin, plus maintenant, je le fais plus maintenant, mais à l'époque, souvent, j'allais voir les gens pendant leur pratique et je leur demandais à quoi ils pensaient. À quoi tu penses là quand tu fais ça? Bah, 80% du temps, les gens, ils savent pas quoi répondre, quoi. Ou alors, bon, ouais, ils savent que tu attends une réponse et puis ils vont commencer à sortir un truc un peu généraliste, genre, bah, je cherche à être fluide, à être relâché. Des choses un peu générales qui sont pas hyper fonctionnelles parce que, bon, oui, ok, mais comment tu fais pour y arriver, tu vois? Et donc, je pousse les élèves à être actifs, en fait. Tu vois, je veux dire? Parce que ça se saurait, hein, si tu as beau dire tous les conseils du monde à quelqu'un, c'est pas pour ça que, voilà, il va les intégrer. Alors, tu peux toujours l'orienter, bien sûr, correctement, mais après, c'est vraiment un travail c'est un travail personnel, hein, d'intégration, de visualisation, même à la maison, enfin, je veux dire, tu vois. Et c'est là aussi l'intérêt des passages oraux, c'est justement de créer un espace où, bah, tout d'un coup, ah, ok, alors, de refaire un peu les connexions, tu vois, de mémoriser, ah oui, ça, comme ça, nan, nan, nan.
Mais voilà, l'élève je pense limite la majeure partie du travail à faire, quoi. Par rapport à cette façon de penser les choses, tu disais quelque chose pendant ton cours tout à l'heure, tu parlais à un de tes élèves et tu disais à cette personne de moins essayer de faire quelque chose sur la personne et de plus de voir, visualiser les coupes et les choses comme ça. Et pour toi, ça affecte vraiment la façon dont on bouge, la façon dont on pense son propre mouvement. Tu veux dire le rapport de la notion de coupe avec la pratique, tu veux dire? Ouais, Ou... alors, corrige-moi si je me trompe, mais j'avais l'impression que tu avais l'impression que cette personne essayait de faire quelque chose à la personne, alors que, au contraire, toi, tu étais plus dans cette visualisation des coupes, que ce soit à Mmh, Témi mmh. ou dans Après, l'entrée. ouais, après c'est une question de perspective et de principe. Je pense que dans un premier temps, l'essentiel, c'est de construire ton mouvement par rapport à une constante, et pas directement le caractériser par rapport à la spécificité de la situation, tu vois? Heu, alors c'est pour ça qu'on crée les atymies, tu vois? Quand tu donnes un atymie, bah, tu es obligé d'être sur l'axe du partenaire, tu es pas ailleurs, quoi. Donc l'atymie ou la coupe, bon, globalement, ça a un peu la même fonction. Donc je pars toujours du principe que je construis mon entrée sur quelque chose de constant et ensuite je gère la spécificité, le poignet ici ou là, dans un second temps. Et souvent les gens, quand on leur dit: «Bah, faites côté geishi», pour eux, ils ont l'image de côté geishi, ils ont tendance un peu à se focaliser sur le poignet trop tôt, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Ils en perdent ouais, le processus tout simplement. Mmh. Et et c'est vrai que le travail du ken notamment est intéressant parce que, bah, si tu as un ken, c'est pour couper un axe, c'est pas pour couper, un poignet qui pourrait, disparaître dans l'instant, tu vois ce que je Mmh. veux dire? Donc voilà, je pars toujours de créer, si tu veux, une construction autour d'une constante. Ce qui est intéressant parce que du coup il y a un effet apaisant aussi parce que si tu dois à chaque fois avoir une réponse spécifique à une situation particulière, ça veut dire que tu as besoin de connaître la situation pour, tu vois? Et Mmh. quand tu sais pas, c'est compliqué, toi. Mmh. Alors que si ton mouvement, il prend toujours en considération quelque chose qui est constant parce que c'est un principe, bah, du coup, ta gestion de priorité, tu vois, elle est différente et ça t'empêche pas de gérer et de spécifier le mouvement par rapport à la situation, mais tu pars toujours d'une base commune. Ça, c'est Mmh. important et j'essaie de l'enseigner assez tôt aussi, Mmh. aux élèves. Oui, je me rappelle du Kaiten Nage que tu montrais. Tu disais à l'élève de travailler sur l'axe du partenaire, même s'il n'y a pas la saisie pour faire le mouvement. Il n'y a pas de bras. Je veux faire Soto Kaiten Nage. J'ai pas de bras, donc mon mouvement, il ne peut prendre en considération que l'axe. Tu vois, je veux dire. Quand on travaille basiquement, par exemple, Soto Kaiten Nage, cette forme-là, le travail de bras, c'est pas pour mettre de l'emphase, c'est pour vous recentrer sur l'idée d'un axe. Quand je monte ma main, pour contrôler un axe. C'est pas pour monter un bras. Et le jour où j'ai pas de bras, eh ben, j'aurai cette sensation-là quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant. Sinon, vous allez cultiver un truc qu'il va falloir, réapprendre plus tard. Quoi que tu fasses, l'important, c'est qu'elle se sente concernée avec les hommes. Voilà. Tout ça, petit à petit, avec Quand on regarde dans les bouquins d'aïkido, on parle en tradition littérale de prendre le centre. Est-ce que c'est une terminologie que tu utilises, toi? Non, non. Moi, je parle d'axe parce que l'axe, il y a toute une série de points. Si tu veux. Si tu m'attaques Shudan, si tu m'attaques Jodan ou Shomen ou Yokomen, à un moment donné, tous ces points-là vont se retrouver sur le même axe. Ils ne seront pas au même endroit sur l'axe, mais ils vont arriver sur un axe. Donc voilà, je parle d'axe. Après, comme je le disais dans le cours, je pense que la meilleure place que tu peux avoir dans l'action, c'est d'être dans le dos du partenaire, globalement, quoi. Et si je veux pas, si je veux y rester, ben, j'ai besoin de rester autour de cet axe-là, quoi, tout simplement. Et au lieu de faire du va-et-vient ou un travail d'essuie-glace comme ça, voilà, petit à petit,
bah, tu deviens pour le coup l'axe ou le centre du mouvement et voilà, c'est le hockey qui a tendance un peu plus à tourner. Alors au départ, c'est l'inverse, c'est-à-dire au départ, on est un peu statique, le partenaire ne sait pas bouger, donc c'est toi qui fais 100% du chemin. Petit à petit, les deux partenaires commencent à, voilà, il y a un peu plus d'action, donc les deux bougent ensemble, et puis à un moment donné, bah, tu as moins besoin de bouger. Tu as moins besoin de bouger parce que tu n'es pas systématiquement en train d'arrêter l'action pour après tu vois, la refaire démarrer, quoi. Donc à un moment donné, l'attaque du partenaire devient le moteur de ton mouvement. Et si tu ne l'entraves pas, bah, tu entretiens une forme de mobilité qui rend ton travail un peu plus économique, quoi, clairement. Euh, non, mais tu arrivé d'entendre dans le, je sais pas si on peut appeler ça un courant d'aïkido, dans la 2-3A, certains enseignants parlaient de relation avec le partenaire. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises comme terminologie? Ouais, ouais, bien sûr. Alors moi, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de changer mon regard, c'est-à-dire plutôt que de voir un adversaire, c'est de voir un partenaire. Non pas parce que le hockey devient complaisant ou docile, simplement parce que moi, à un moment donné, au lieu de voir un problème à changer, une situation à changer, je vois une source d'information à utiliser pour trouver ma liberté, mon aisance là-dedans. Donc en ce sens-là, ça devient un partenaire parce que ça devient les informations dont j'ai besoin pour trouver la solution. Donc c'est ce switch-là que je trouve intéressant. Et j'ai moins envie comment dirais-je, de travailler sur le partenaire, tu vois, tout simplement parce que ben, ça risque de réveiller la bête qui est en face, quoi, hein. Ou bien la personne est très fragile et finalement, ben, je vais créer de l'insécurité, ou bien je vais la perdre, ou bien je vais alimenter une forme de conflit. Donc moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est trouver de la liberté à l'intérieur de la situation de contrainte qui est proposée, sans vouloir trop rapidement chercher à, à éradiquer la contrainte. Par exemple, je ne sais pas moi, Katadou Limanucci côté Geishi, quand on est dans la phase descendante, le partenaire te tient bien l'épaule, la main, bon, tu peux pas trop bouger les bras, tu peux arracher le mouvement, mais encore une fois, pour moi, c'est pas satisfaisant parce que ça va générer de la réactivité chez l'autre. Par contre, voilà, identifier ce qui est libre dans la situation, en général, ce sont les jambes. Bah, ça, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, la contrainte, elle est plus vécue comme une contrainte. Elle est vécue comme le cadre dans lequel toi, tu trouves de la liberté, de l'aisance et de la mobilité. Et tu mets ça en œuvre dans un premier temps. Et du coup, comment dirais-je, ça nourrit pas la contrainte. Donc, quelque part, elle commence un petit peu naturellement à disparaître. Et du coup, le monde il devient acceptable pour le hockey. Tu vois, tu n'es pas en train de lui arracher les bras ou de lui faire mal ou de lui imposer un truc, même si ça fait partie du jeu à un moment donné, etc., pour se faire un peu d'expérience. Voilà, j'aime bien disparaître un peu, tu vois, pas donner de prise. Ça n'empêche pas que la contrainte, j'en ai besoin. Enfin, tu vois, il ne s'agit pas que la situation soit molle. Mais par contre, voilà, dans la situation, je ne me dis pas, tiens, il faut que le bras il soit ailleurs. Non, non, ok, qu'est-ce qui est libre? Qu'est-ce que je peux bouger en premier, tu vois? Ouais, c'est trouver de l'aisance et de la liberté dans la situation de contrainte sans vouloir la changer, sans vouloir l'éradiquer de but en blanc. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à peut-être appliquer dans ta vie de tous les jours au-delà du tapis? Ce genre de façon de penser par rapport à la contrainte, par rapport à... Oui, 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 je pense que c'est. Alors je me dis pas, tiens, ce matin, il faut que je pense comme ça, tu vois, mais oui, certainement que ça a une influence. Oui, parce que finalement, enfin, au bout d'un moment, quand tu expérimentes les choses, tu aperçois que dès que tu fais exister le problème, bah, tu t'en sors jamais, quoi. Enfin, tu vois. Tu peux le résoudre, tu peux le surpasser, mais c'est jamais satisfaisant en termes d'économie, en termes de tranquillité, etc. Donc, voilà, si le partenaire veut m'attraper le bras, il l'attrape, quoi. Ça m'empêche pas d'être libre de bouger autre chose. Mm.
Et du coup, cette liberté-là, cette mobilité-là, un peu comme un effet miroir, si tu me perçois souple et mobile, ça aura tendance à t'assouplir et à être mobile. Si tu m'aperçois ancré dans le sol, etc., bah, tu auras tendance pour égaliser, tu vois, pour annuler mon action, tu auras tendance à faire le truc symétriquement opposé, quoi.